Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e numéro d'Interaction consacré à la Ghouta. Les troupes du régime de Bachar al-Assad ont lancé avec leurs alliés russes une offensive contre cette zone rebelle en banlieue de Damas et gagnent chaque jour davantage de terrain. Entre 300 et 400 000 personnes sont prises au piège dans ce que beaucoup appellent un désastre humanitaire. Avec moi aujourd'hui pour cette émission, Raphaël Pitti, bonjour. Vous êtes médecin et humanitaire et vous venez de publier ce livre « Va où l'humanité te porte » aux éditions Talendier qui sort de l'imprimerie. Frédéric Pichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, auteur de Syrie, une guerre pour rien. C'était aux éditions du CERF en 2017. Et nous sommes également en ligne avec notre correspondant à Moscou, Pierre Avril. Bonjour Pierre. Bonjour. Avant, messieurs, de solliciter vos analyses, on retourne en images sur les derniers jours de cette enclave rebelle avec Laure Kermanak. La Ghouta, qui signifie oasis en arabe, est une enclave de verdure à l'est de Damas, parcourue par la rivière Barada. Début 2018, on compte entre 300 et 400 000 habitants sur ce territoire d'une centaine de kilomètres carrés, tenu principalement par deux organisations. La plus importante, Jaïch al-Islam, ou l'armée de l'islam, est d'inspiration salafiste et ses ambitions de conquête se limitent à la Syrie. Ils sont soutenus par l'Arabie saoudite et sont partie prenante dans les négociations organisées en Russie à Astana. L'autre groupe, islamiste plus modéré, est Faylaq al-Rahman, la Légion du Miséricordieux. Ils sont affiliés à l'armée syrienne libre, considérée comme l'opposition modérée du régime. Ils ont le soutien du Qatar, des Frères musulmans et de la Turquie. Ces deux groupes, opposés jusqu'en 2016, ont signé un cessez-le-feu et tentent ensemble de combattre l'autorité syrienne. La Ghouta subit depuis 2013 le feu du régime de Bachar el-Assad. Et depuis le 18 février 2018, on observe un regain d'intensité dans les frappes. Des bombardements aériens couplés à une offensive terrestre ont déjà fait plus de 700 morts en 2 semaines. Si le régime dément l'utilisation d'armes chimiques, plusieurs cas de suffocation laissent présumer l'usage de gaz de chlore. L'aide humanitaire peine à pénétrer la zone malgré l'adoption le 24 février d'une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU pour une trêve d'1 mois. Le 5 mars, un convoi entrait dans l'enclave. Mais au premier checkpoint, les autorités syriennes et russes ont confisqué plus de 70% du matériel médical. Frédéric Pichon, une première question déjà. Pourquoi est-ce que le régime met comme cela un point d'honneur depuis maintenant plus de 2 semaines à reprendre cette enclave rebelle ? Écoutez, là on est classiquement sur un territoire, la Ghouta, qui est assez sociologiquement et géographiquement assez bien connue. On a une zone où en fait se sont accumulées au fil des années des classes pauvres, des classes souvent issues du monde rural, paupérisées et qui sont banlieusardes au sens où elles ont en quelque sorte il y a une différenciation, si vous voulez, avec le reste de la ville, et notamment Damas, et notamment la centralité damascène, où là, on a une bourgeoisie, au sens classique du terme. C'est le dernier grand bastion, on peut le dire, voilà, des rebelles en Syrie. Et si vous voulez, sur ces racines, qui sont des racines sociologiques, eh bien, on a eu assez vite, depuis 5 ans, effectivement, une autogestion quasiment de ce territoire. Ce territoire a fait sécession par rapport au gouvernement central. Il y a mis les moyens aussi, parce qu'on a probablement 20 000 combattants quand même dans cette enclave. Et donc pour Damas, il y va d'une question de souveraineté, bien évidemment. Et il ne peut pas laisser prospérer aux portes de sa capitale, effectivement, un territoire qui n'est pas sous son gouvernement. Raphaël Pitti, vous avez été médecin sur place en Syrie, vous avez encore des confrères bien sûr. Certains sont-ils encore à la Ghouta et que vous disent-ils de la situation humanitaire ? La situation humanitaire à la Ghouta est catastrophique. L'ONU le dit, l'UNICEF le dit, par rapport aux enfants, etc. On est dans une situation d'apocalypse que vive cette population déjà depuis 8 mois, dans la mesure où elle a été complètement assiégée. Et maintenant, depuis 2 semaines, elle subit une violence des combats qui est extrême. Et donc, il y a énormément de blessés dans la Ghouta, plus de 2900, dont 1200 qui sont extrêmement graves et qu'il faut absolument pouvoir évacuer pour être soignés.
Merci beaucoup, Raphaël Pitti. Pierre Avril, comment est-ce que l'on évoque cette offensive russe en Russie, que ce soit à la télévision, dans la presse? Comment est-ce qu'elle est expliquée aux Russes? La souffrance des habitants de la Ghouta est documentée, est évoquée évidemment dans les journaux de télévision russes, mais on a plutôt le sentiment, en regardant la télévision russe, que cette souffrance est attribuée à ce qu'on appelle les terroristes, et non pas au bombardement du régime épaulé par les forces aériennes russes. Les violations du cessez-le-feu sont systématiquement attribuées côté russe également aux terroristes, donc aux groupes rebelles présents dans la Ghouta. Donc on voit des explosions, on voit des bombardements à la télévision, mais à aucun moment on nous explique que s'il s'agit de bombardements aériens et que ces bombardements aériens émanent des forces aériennes russes ou syriennes. Donc il y a une espèce un petit peu de vision du conflit de deux angles très différents. En Russie, grosso modo, il y a une volonté supposée légitime du président Assad de reconquérir le territoire, avec une opposition de ce qu'on appelle les terroristes, qui sont rendus, encore une fois, responsables systématiquement des violations du cessez-le-feu. Frédéric Pichon, l'issue de cette offensive, elle semble en tout cas inéluctable. Certains parlent de semaines, d'autres parlent de jours, mais il y a deux cas de figure. Soit on se bat jusqu'au bout, soit on négocie. Pour vous, quelle solution va être préférée ? Je voulais juste revenir sur le commentaire de votre correspondant. Il faut préciser que les rebelles de la Ghouta n'ont pas d'aviation. Donc s'il y a des bombardements aériens, ça peut être que le fait effectivement du régime ou des Russes. Ça fait partie d'ailleurs de la technique, et là je réponds à votre question, qui vise en fait à faire une pression militaire très forte de manière à accepter des négociations qui ont lieu et qui sont en cours. Il y a des émissaires rebelles qui parlent avec les Russes, malgré les dénégations, et j'ai cru aussi comprendre que l'Arabie Saoudite était impliquée dans ces négociations, parce que, comme l'a rappelé votre infographie au début, Jaish al-Islam, le principal groupe qui tient la Ghouta, est un groupe qui est quand même la marionnette des Saoudiens, ou en tout cas le moyen qu'ont eu les Saoudiens de faire pression sur le régime de Damas depuis le début. Je voulais vous montrer quand même juste cette petite carte de la Ghouta orientale pour voir un petit peu la stratégie du régime pour reprendre la Ghouta. On voit bien qu'ils essayent comme ça de séparer en deux finalement cette zone rebelle, et on dit même aujourd'hui que cette zone a été reprise par le régime, ce qui voudrait dire que d'un point de vue militaire en tout cas, l'issue est assez à court terme finalement. Dans quelques jours, probablement que la Ghouta orientale va tomber. Oui, là on a un scénario assez classique, on avait vu un petit peu à Alep. Encore une fois, c'est toujours les deux en même temps. C'est le marteau et l'enclume, c'est-à-dire on négocie et en même temps on frappe, on saucissonne, on réduit des poches jusqu'à le résultat espéré. Ça ne va pas être comme à Mossoul, où on avait l'État islamique qui de toute façon était prêt à se battre jusqu'au bout, et donc on a rasé la ville, la vieille ville en particulier. Là, les Russes et les Syriens aussi, je pense, gardent espoir qu'il y aura une sortie avec des conditions, y compris une sortie avec leurs armes, puisque les Russes ont proposé ça, comme ça avait été fait à Alep. Alors, vers où? Vers Idlib, vers d'autres zones, enfin probablement vers Idlib. En tout cas, c'est comme ça, je pense qu'ils sont en train de fonctionner, effectivement. Raphaël Pitti, on a déjà une question d'internaute que vous allez découvrir, ou plutôt un commentaire. Des convois humanitaires, le premier a pu rejoindre la Ghouta en tout début de semaine, dont on sait très bien qu'ils ne serviront qu'à alimenter et soigner les terroristes, car ce ne sont pas des rebelles, d'après cet internaute, qui se servent de la population comme bouclier humain. Que répondez-vous à cet internaute qui ne voit pas forcément l'utilité de ces convois humanitaires et estime en tout cas qu'ils vont permettre à des terroristes de, derrière, se réorganiser? Écoutez, je ne sais pas du tout quelle est la situation dans la Ghouta et les rapports qu'il peut y avoir entre les rebelles et puis en même temps cette population. Mais il y a 400 000 habitants et il y a 20 000 rebelles qui sont à peu près inventoriés. Alors, bien évidemment que les rebelles qui n'ont pas de soutien sanitaire vont dans les hôpitaux. C'est ce qui existe depuis le début, depuis 2012.
Et il y a pour les soignants une obligation de soigner quiconque se présente dans une situation de souffrance. C'est bien ça notre serment d'Hippocrate. Et donc, on ne peut pas remettre en cause, si vous voulez, les soignants qui sont systématiquement considérés comme des rebelles parce qu'ils soignent la population qui est en situation de souffrance. Et là, depuis plusieurs semaines, c'est toutes les structures médicales qui sont véritablement ciblées dans la Ghouta, comme elles l'ont toujours été aussi dans les autres zones qui ont été soumises au conflit. Dans la Ghouta, 29 structures médicales ont été détruites. Il y a une nécessité d'abord de penser à la population, c'est mon cri d'alarme constant, c'est-à-dire de dire je comprends très bien qu'il y a un conflit entre des rebelles, terroristes ou pas, et de l'autre côté un régime, mais il y a quand même, et il faut bien prendre en compte, cette population qui est prise au piège entre ces deux groupes. Et cette population souffre terriblement. Ça fait maintenant 8 mois qu'ils ne sont pas alimentés, ils manquent de tout, il n'y a plus de gasoil, ils ne peuvent plus se chauffer, ils vivent terrifiés dans les caves et ils attendent, et leur espoir c'est que tout cela cesse et qu'ils puissent revenir à une vie normale. Vous vouliez réagir ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement violation des règles de la guerre par les rebelles qui se servent, c'est assez classique, comme bouclier humain des civils, mais ça n'autorise pas pour autant à ce que les autres belligérants violent un peu les règles de la guerre aussi. C'est un peu l'argument qui est utilisé par ceux qui, effectivement, légitiment ces bombardements. Il y a violation des règles de la guerre par une des parties, mais ça n'autorise pas qu'effectivement l'autre soit violé. Mais c'est assez délicat et assez classique. Je ne sais pas sur quels autres terrains vous avez été, docteur, mais à Mossoul, à Raqqa, ça s'est malheureusement passé ainsi, avec cette fois-ci des armées que nous soutenions, parce que c'était les Irakiens, etc. Le Paris Match de cette semaine est assez édifiant là-dessus. Il y a un reportage sur un retour à Mossoul, c'est épouvantable. Vous avez des cadavres qui continuent de se décomposer 8 mois après. C'est toute la question de ces guerres urbaines, l'ultime champ de bataille, comme l'a appelé un stratège. C'est-à-dire que maintenant, les guerres se mènent dans les villes, et c'est les populations civiles qui en font les frais. Pierre Avril, on refait un petit détour à Moscou. Peut-on clarifier la réalité de la présence russe sur le terrain, notamment à la Ghouta orientale? On parle assez peu d'armée russe officielle. En revanche, on parle beaucoup de mercenaires russes. Expliquez-nous tout cela. On n'en parle pas officiellement de mercenaires russes. La question des mercenaires russes a été évoquée après un assaut qui a été mené il y a quelques semaines sur une base américaine près de la rivière Euphrate, une base contrôlée par les forces alliées américaines et par leurs alliés sur place. À cette occasion, on a découvert, en tout cas on n'a pas découvert, on a redécouvert, disons, la présence et l'existence de ce fameux groupe Wagner, dont le ministère de la Défense russe dément l'existence. Mais il s'agit en fait ni plus ni moins de mercenaires qui sont payés, entraînés sous également l'égide quand même des forces armées russes, même si ce n'est pas officiellement, qui sont contrôlés par un oligarque qui est proche du Kremlin, qui s'appelle Rogojin. Et officiellement, effectivement, ces mercenaires n'existent pas. Il n'y a officiellement que des militaires russes officiels en Syrie. On ne sait pas finalement quel est leur nombre exact, puisque à 2 reprises Vladimir Poutine a expliqué que l'essentiel du travail avait été fait en Syrie et que les troupes pouvaient maintenant se retirer du territoire. Mais on imagine que ce n'est évidemment pas le cas. Donc la place est laissée aujourd'hui effectivement à ces mercenaires dont on ne sait pas bien finalement quelle est l'attribution, quelle est la fonction et quelle est l'importance numérique. Merci Pierre. On a plusieurs questions d'internautes que je voudrais vous poser, messieurs. C'est une émission interactive, n'hésitez pas à en poser d'autres. Je commence avec celle d'Émile. Peut-on encore parler d'opposition modérée sur le terrain à la Ghouta? Raphaël Pitti, peut-être une réponse? Écoutez, moi je me fais le porte-parole essentiellement de la population qui est prise au piège entre les différents groupes. Elle n'a jamais été prise en compte véritablement depuis le début de ce conflit 2012.
Lorsque je suis rentré en Syrie pour la première fois en 2012, j'étais dans un hôpital qui a été bombardé. Je suis allé dans une autre ville, la ville de Al-Bab. L'hôpital de la ville était déjà détruit. Et dans l'hôpital où j'ai travaillé clandestinement, je suis parti le 6 octobre, le 17, il était lui aussi complètement détruit. Pour ce qui est de la population, elle fuit constamment tous les combats. En fonction justement d'elle, elle se déplace. Elle est le long des frontières où elle crée des camps qui sont dans une situation de précarité extrême. C'est la situation du peuple syrien de 22 millions d'habitants depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Sur la manière justement de faire la guerre, on entend effectivement beaucoup, un refrain aujourd'hui, c'est la coalition à Mossoul faisait la même chose, c'est-à-dire bombardait et faisait effectivement des victimes civiles. Mais il y a un commentaire d'un journaliste qui est basé en Irak que je voulais vous soumettre. Les bombes sont les mêmes, c'est l'intention qui est différente. En Syrie, le régime vise expressément les civils, notamment les hôpitaux, pour anéantir toute résistance. Vous ne direz pas le contraire, je pense, Raphaël Pitti. Non. En Irak, Non. c'est indéniable. La coalition a presque toujours cherché à éviter les victimes collatérales. Est-ce que vous diriez qu'il y a plusieurs manières de bombarder, plusieurs manières de faire la guerre ? C'est exact. C'est exact. Si on met en place la stratégie menée par les Russes, qui est une stratégie en 3 phases, premier temps, encerclement, deuxième temps, on assiège, on affame, etc., cette population qui est à l'intérieur, aussi bien que les rebelles. Et troisième temps, c'est une phase de terrification. On est dans un apocalypse. Les gens sont dans une situation extrême, et à ce moment-là, on négocie la sortie de la population. C'est-à-dire si on regarde ce qui s'est passé à Alep, la population, on lui demande à ce moment-là de sortir de la ville, on la filtre, de manière à éventuellement essayer de repérer tous les rebelles qui peuvent tenter de s'échapper de cette façon. Les hommes jeunes, qui a priori ne sont pas suspects d'être rebelles, sont intégrés de force dans l'armée de Bachar al-Assad pour continuer le combat de ce côté-là. Et donc, c'est exactement ce qu'ils veulent appliquer de nouveau à la Ghouta, puisque le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a dit à Jean-Luc Le Drian, regardez, Alep, ça a bien marché, c'est ce que nous allons faire là aussi à la Ghouta. La technique, celle occidentale sur Mossoul ou Raqqa, a duré pratiquement 1 an. Alors, donc, le but essentiel, c'est de faire vite, nettoyer, entre guillemets, les mauvais, de manière à séparer les mauvais des bons, et puis ensuite laisser rentrer la population de nouveau à l'intérieur. Mais la population qui est à l'intérieur de la Ghouta a vu ce qui s'est passé à Alep, a vu ce qui s'est passé à Daraya. Les gens ont été envoyés dans le nord-ouest de la Syrie, qui est dans une zone extrêmement surpeuplée, qui est bombardée, et ces gens ne sont plus revenus chez eux. Et donc, les gens de la Ghouta veulent rester à la Ghouta, ne veulent pas sortir de la Ghouta, et demandent à ce qu'on fasse sortir les rebelles, mais certainement pas la population. Effectivement, le président syrien Bachar al-Assad s'est exprimé le 4 mars pour exprimer toute sa détermination à poursuivre cette offensive. Écoutez-le. هناك أشخاص ونعتقد بأنهم الأغلبية في الغوطة الشرقية الذين يريدون أن يخرجوا من تحت كنف الإرهابيين إلى حضن الدولة. يجب أن يكون هناك هدنة تفتح المجال لأي شخص ولو كان فردا واحدا للمجيء للانتقال من مناطق الإرهابيين إلى مناطق سيطرة الدولة. بنفس الوقت لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية. Beaucoup de questions intéressantes encore, une de Mohamed, une de Marie. On les pose dans une poignée de secondes. Avant cela, Pierre, je voulais vous faire réagir à cet extrait de Bachar al-Assad. On entend, peut-être que l'on entend cela qu'à Paris, mais que Bachar al-Assad devient un allié de plus en plus encombrant pour Vladimir Poutine. Est-ce que vous partagez ce sentiment depuis Moscou ? Non, je ne vois pas en quoi il n'y a aucun fait qui laisse en pensant que Bachar al-Assad est un allié encombrant de la Russie. Jusqu'à présent, le gouvernement russe n'a jamais émis la moindre critique, en tout cas officielle, à l'égard du président Bachar el-Assad. Dans toutes les rencontres qui ont eu lieu
entre le président Assad et le président Poutine, qui ont eu lieu soit à Moscou, soit à Sochi, soit également en Syrie. On avait plutôt l'impression que c'était Bachar el-Assad qui obéissait finalement à Vladimir Poutine. Donc je ne vois pas finalement ce qui pourrait empêcher la Russie de faire pression sur Bachar el-Assad si elle en avait vraiment la volonté. Je ne vois pas vraiment de dissonance et de discordance entre les deux capitales, entre Damas et Moscou. Pierre, alors je vous pose deux questions rapides, Frédéric Pichon, qui se ressemblent un peu. Mohamed nous demande, tous ceux qui veulent faire tomber le régime syrien sont-ils des hors-la-loi, des terroristes, en tout cas le langage utilisé par Bachar el-Assad? Et Marie sur Facebook, Bachar el-Assad agit légitimement et légalement, en tout cas d'après lui. Est-ce vraiment le cas? Alors, pour la question des rebelles, il est indéniable que maintenant, arrivé à 7 ans de conflit, l'essentiel de la rébellion est islamiste. On a 50 nuances d'islamisme, si vous voulez, mais elle est islamiste. Bon, voilà, c'est un fait. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que dans les chancelleries, on ait tellement envie que Zahan Alouche, ou Mohamed Alouche plutôt, le patron de Jaish al-Islam, arrive au pouvoir à Damas ou en Syrie. Donc il y a un petit peu, c'est pour ça que les grandes puissances sont un petit peu gênées de ce côté-là. Et le régime a ses responsabilités. Sur le point de vue humanitaire, comme le disait Raphaël Pitti, il y a entre 300 et 400 000 personnes encore à la Ghouta. Ça va être un désastre, quoi qu'il arrive. Oui, mais si vous voulez, vous avez là... je crois que on parle beaucoup de réalisme en ce moment. Je crois que c'est un mauvais procès qu'on fait aux tenants du réalisme de considérer qu'il n'y a pas de morale non plus de leur point de vue ou pas d'éthique. Vous avez deux éthiques. Vous avez l'éthique de conviction. Alors c'est très bien, c'est l'émotion. Effectivement, on compatit et on le fait sur ce plateau et à juste titre. Mais c'est à court terme. C'est populaire, mais c'est à court terme. L'éthique, il y a une autre éthique, c'est l'éthique de responsabilité. Est-ce qu'une intervention apporterait quelque chose de mieux voire de pire à la situation actuelle? Et dans ce cas-là, l'éthique ou la morale commande éventuellement de ne pas intervenir. Je sais que c'est terrifiant à entendre, mais on en est là. Peut-être aussi parce que depuis 5 ans, on n'a pas réussi à jouer sur les bons leviers. Mais il y a ne pas intervenir sur le terrain militairement, mais il y a intervenir en coulisses, en négociant, pour faire en sorte que le conflit s'arrête. C'est toute la question. C'est actuellement ce qui se fait. On voit bien comment le président français, par exemple, triangule via Téhéran, via Moscou, mais j'ai envie de dire c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'au début du conflit, vous comprenez, Bachar el-Assad devait tomber tout de suite, et on s'est privé de ces leviers-là, et on a diabolisé les Iraniens, les Russes aussi, et maintenant on est obligé de se rapprocher. Malheureusement, je considère que c'est la bonne méthode, mais c'est tardif, et je ne pense pas que ça puisse être couronné de succès dans l'immédiat. Merci beaucoup, Frédéric Pichon. Merci à tous de nous avoir suivis. Pierre Avril depuis Moscou, Raphaël Pitti, je rappelle votre livre Va où l'humanité te porte aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Charles sur le Figaro.fr qui nous dit une guerre Syrie-Turquie est-elle possible? Mais ça sera pour une prochaine émission, chers internautes. Quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite vous retrouvez l'interview d'Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien qui revenait sur les élections italiennes de ce dimanche. Ciao. Alberto Toscano, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de ces élections italiennes qui ont placé le mouvement 5 étoiles en tête. Mais alors, on va en parler avec vous. Il y a une particularité pour le système électoral italien, c'est qu'il faut grosso modo 40% des voix pour pouvoir former un gouvernement. Expliquez-nous un petit peu ce fonctionnement. Voilà, deux choses. La première est effectivement qui peut former un gouvernement. C'est très simple. Celui qui a plus de députés et de sénateurs, à condition d'avoir évidemment une majorité parlementaire. Oublions cette chose de 40% dont on a parlé avant les élections. Aujourd'hui, c'est très simple. Si une coalition se forme pour arriver à 51% des sénateurs et 51% des députés, elle aura évidemment le droit et même le devoir de former un gouvernement. Aujourd'hui, aucune formation politique et aucune coalition existante n'a cette condition, ne remplit cette condition. Ce que vous dites, c'est que justement, aucune coalition existante. Donc aujourd'hui, on est dans une période de tractation entre les partis pour pouvoir peut-être former des coalitions et gouverner plus tard. Exactement. Donc il n'y a pas un vainqueur des élections, mais deux vainqueurs des élections.
en tant que parti, le mouvement 5 étoiles est à la première place, 32% de voix. En tant que coalition, la droite de M. Berlusconi et de Umberto Bossi, et pardon, quel lapsus, Umberto Bossi est l'ancien chef de la Ligue. Aujourd'hui, c'est son fils Matteo Salvini, fils politique, qui a tué le père, et qui est le chef, et qui a axé sa campagne sur la xénophobie. Donc, la coalition des droites, en tant que coalition, est à la première place, 37% de voix. Mais aucune de ces deux forces politiques arrive à 51% des députés et des sénateurs. Petite parenthèse, on entend très régulièrement dans la presse française et même européenne le terme de populiste pour qualifier le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation ? Écoutez, le terme populiste signifie beaucoup de choses, parfois en contradiction entre elles. Exactement. Moi, je crois que le populisme existe et vit comme dans des conditions biologiques très favorables pendant une campagne électorale. Ensuite, ceux qui gagnent, et de toute façon, ceux qui sont appelés à participer à une majorité de gouvernement, qui plus est dans un pays qui fait partie de l'Europe et de la zone euro, doivent oublier la démagogie et garder les pieds sur terre. Donc, c'est vrai, le mouvement 5 étoiles a eu des accents populistes, et même manifestement populistes. La Ligue du Nord a eu des accents populistes, et parfois populistes de façon assez dangereuse. Parce que la xénophobie, le fait d'essayer d'expliquer des actes de violence, voire des comportements de groupuscules néofascistes sur la base de la présence des immigrés, est un discours politique dangereux. Donc, le populisme a existé et comment pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, ceux qui seront à l'opposition auront tous les droits d'être les plus populistes du monde. Mais si quelqu'un ira au gouvernement, parce que je ne sais pas s'il y aura une majorité au Parlement, alors ce quelqu'un devra se comporter de façon pragmatique et oublier son populisme et sa démagogie. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans cette démocratie italienne, puisque les électeurs se déplacent plutôt en nombre, 73% de participation, c'est un score assez correct, mais les Italiens se réveillent le lendemain avec un pays qualifié d'ingouvernable. Bon, chaque pays a ça ses institutions. Ça ne donne pas forcément envie d'aller voter, c'est ça que je veux dire. Bon, chaque pays a ses institutions. Les Italiens ont fait l'habitude à des institutions où la démocratie est basée sur le Parlement. Je pense sincèrement que les institutions françaises sont plus efficaces. Tout système basé sur la proportionnelle, même si en Italie les 2/3 sont élus à la proportionnelle et 1/3 par un système majoritaire à un seul tour, mais tout système axé quand même majoritairement sur le concept de la proportionnalité entre voix et sièges, est un système qui a l'avantage de mieux représenter le pays et le grand désavantage de rendre difficile la formation d'un gouvernement. Donc les Italiens sont habitués comme ça, chaque pays a ses institutions, les Italiens sont habitués aussi à une certaine instabilité politique, mais derrière l'instabilité, surtout aujourd'hui, on doit trouver le besoin de former une majorité en gouvernement. Il y a en Italie une fracture entre le sud et le nord. Dans le nord, la plupart des pays ont placé en tête la Ligue. Dans le sud, toutes les régions ont voté pour le mouvement 5 étoiles en premier lieu. Si l'une de ces deux formations parvenait à gouverner, est-ce que cela ne risque pas d'aggraver encore cette polarisation entre ces deux Italies ? Vous avez parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces deux formations sont très ancrées dans l'une au nord, l'autre au sud, et le monopole du pouvoir de la part de l'une des deux formations créerait de sérieux problèmes sur le terrain de l'unité nationale. Parce qu'il n'y a pas de projet commun de réunifier autour d'un programme économique commun, des choses comme ça. On a l'impression que pendant la campagne, c'était plutôt nous contre eux, finalement. Voilà, les programmes, ils les trouveront. Mais ce qui est étonnant, est vraiment ce qu'il y a derrière cet enracinement local, régional. Du point de vue du Sud, la confiance au mouvement 5 étoiles signifie une envie presque de révolte contre le Nord. Et du point de vue du Nord,
la confiance à la Ligue signifie une envie de xénophobie, de chasser les migrants. Ces deux éléments, ce n'est pas une attitude spécialement anti-Sud, le vote, cette fois. Il y a 20 ans, il l'était. Mais cette fois, ce n'est pas un vote anti-Sud, le vote au Nord pour la Ligue, mais c'est surtout un vote anti-migrant. Tandis que pour le Sud et pour le mouvement 5 étoiles, c'est un vote de demande, c'est une demande à l'État de dépenser beaucoup plus pour des avantages et pour des aides et pour des subsides. Et ces aides, ces subsides, ces avantages ne sont pas toujours forcément transparents. Et de toute façon, ils ne se situent pas dans une logique de créer de l'emploi par des investissements, ils se situent dans une logique d'assistantialisme, dont il y a des côtés sur lesquels il faut s'interroger au sujet de ce vote compact, largement majoritaire du sud de l'Italie pour le mouvement 5 étoiles. Comme si on avait effectivement cru à certaines promesses démagogiques d'aide diffusées à pluie sur le sud de l'Italie, et on ne se situait pas dans une dynamique plus d'investissement et de création concrète d'un système industriel qui crée des emplois. Et une dernière question sur la France, l'Allemagne et l'Europe. En France, Emmanuel Macron répète à l'envi que la France est de retour, que l'Europe est de retour. Angela Merkel semble voir la lumière au bout du tunnel et va repartir sur un mandat de 4 ans. On l'a vu en Italie, les partis anti-système, anti-Europe ont eu la majorité des suffrages. Est-ce que l'Italie ne risque pas de se désolidariser encore plus finalement de ses amis européens? Mais oui et non, c'est-à-dire ça arrive à chacun de nos pays de traverser une situation où... Mais le système électoral français fait que c'est Emmanuel Macron qui a gagné et que finalement c'est là. C'est vrai. Mais première chose, ça arrive à chaque pays. Vous vous souvenez des articles de presse en France et à l'étranger sur les points d'interrogation avant les élections. Est-ce qu'il y aura un second tour, Marine Le Pen, Mélenchon, la France va sortir de l'Europe et toute cette série de bêtises. On se pose des questions vous vous souvenez sur l'Espagne qui a voté 2 fois des élections anticipées pour trouver une majorité stable. Donc ça arrive à chacun de nos pays de traverser, c'est la loi de la démocratie. Ils traversent parfois des moments difficiles. Ceci dit, aujourd'hui, il y a une contrainte extérieure à l'Italie qui, de toute façon, empêche aux Italiens de partir à la dérive d'une ingouvernabilité stable, d'un chaos politique. Cette contrainte s'appelle Euro. Cette contrainte s'appelle Europe. Le système Europe et le système Europe surtout font en sorte que l'Italie, pays endetté, qui doit refinancer chaque année 400 milliards d'euros pour refinancer sa dette publique qui totalise 2300 milliards d'euros. Donc, dans ce contexte, l'Italie ne peut que être cohérente avec la ligne d'une gestion sérieuse de l'économie et de la politique, parce que si elle se déstabilise politiquement et si ses choix économiques deviennent chaotiques, les taux d'intérêt augmenteront et une large partie, une partie croissante de la dépense publique italienne devra être employée pas pour des investissements, pas pour créer du travail, mais pour payer le refinancement de la dette à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Mais alors, l'Italie est obligée de rassurer les marchés financiers internationaux. Oui, mais alors, du coup, elle doit rester en Italie parce que les pieds et moins liés avec ses contraintes économiques. Ce n'est pas une envie de son peuple et de sa classe politique. Excusez-moi, mais toutes les fois que vous évitez de traverser un carrefour quand il y a un feu rouge, vous ne dites pas « j'ai les pieds et les mains liés ». Vous dites « c'est logique que je traverse au volant de ma voiture, je m'arrête, je ne passe pas quand il y a le feu rouge ». Il y a si vous voulez considérer le respect des lois et le respect de certaines règles de logique comme d'avoir les pieds et les mains liés, vous êtes libre de le faire. Mais moi, je ne considère pas que du point de vue italien, éviter de faire des bêtises sur le plan financier, éviter de gaspiller de l'argent, je ne la considère pas comme une contrainte européenne. Et si c'est une contrainte européenne, heureusement qu'il y a des contraintes européennes, parce que sinon on ferait des bêtises tous les jours, surtout après une campagne électorale où on a fait des promesses démagogiques parfois, et même souvent, dont le fait qu'il y a l'Europe et le fait qu'on empêche aux futurs partis qui seront au pouvoir de
être cohérents avec les absurdités qu'ils ont dit pendant la campagne électorale, heureusement qu'il y a l'Europe, parce que je ne sais pas où l'Italie irait s'il n'y avait pas au moins cette étoile polaire qui est en dehors de la politique italienne, mais qui peut contribuer à orienter sur un terrain de cohérence et de pragmatisme toute la politique de chaque pays, de la zone euro en particulier et de l'Europe en général. Merci beaucoup. Je vous en prie Alberto beaucoup. Toscano.